Bon, désolé pour l'interruption un peu brutale de la précédente vidéo, j'avais pas vu qu'on était arrivé aux 15 minutes. Donc, première division de méiose, euh, ça touche les spermatocytes 1 qui se transforment en spermatocyte 2 et donc cela a une durée de 23 jours. La deuxième division de méiose maintenant, c'est le passage des spermatocytes 2 aux spermatides qui ont donc 23 chromosomes à une seule chromatide. Là, la deuxième division est terminée et c'est très rapide puisque ça ne dure qu'une journée. Trois types de spermatides sont formés. Les rondes, les allongées, les condensées, ceci de manière successive. Vous voyez que c'est la cellule qui se replie sur elle-même, qui se transforme successivement. Donc ce sont des cellules haploïdes issues de la méiose, elles ont donc N chromosomes, elles sont localisées près du centre des tubes séminifères et ce sont de petites cellules qui ne mesurent que 6 à 7 micromètres de diamètre uniquement. Enfin, pour terminer, la dernière étape, c'est donc la spermiogénèse, c'est-à-dire la maturation des spermatides en spermatozoïdes, c'est-à-dire en gamètes matures fécondants, et cette étape dure 23 jours. Cette spermiogénèse, c'est une maturation donc post-méiotique, après la méiose, des spermatides en spermatozoïdes. Il y a formation de l'acrosome, avec les enzymes dont on reparlera par la suite, mise en place du flagelle, élimination du cytoplasme en trop, c'est ce qu'on appelle les corps résiduels, et l'allongement et la condensation du noyau, grâce notamment à des histones. Maintenant, qu'en est-il des chromosomes sexuels? Comment subissent-ils cette méiose? Alors on parle de vésicules sexuelles ou encore de corpuscules sexuels. Il y a ici appariement de deux chromosomes qui sont différents, puisque de taille différente. Le chromosome X est beaucoup plus grand que le chromosome Y. Et ça se passe de cette façon, donc l'heptotène ici, alors on a mis une paire de chromosomes 1 par exemple, et puis le chromosome X et le chromosome Y, ils vont au zygotène s'accrocher à la membrane interne de l'enveloppe nucléaire, comme précédemment, et former une espèce de petit paquet qu'on appelle la vésicule sexuelle, qui correspond donc au bivalent des chromosomes sexuels X et Y. Il y aura des crossing over possibles au niveau de la région d'identité, enfin de correspondance entre ces deux chromosomes, qui est une région assez petite. On l'a dit pseudo-autosomique. Les autosomes, ce sont les chromosomes non sexuels. Donc c'est la partie commune aux deux chromosomes, donc au paquitène. Et enfin, en diacinèse, il pourra y avoir des échanges de petites portions entre cette zone, au niveau de cette zone d'homologie. Donc appariement partiel de l'extrémité de leur télomère au niveau des régions pseudo-autosomales, inactivation transcriptionnelle du bivalent, donc il n'y a pas de transcription au cours de la formation de ce bivalent, et au niveau du stade paquitène, on voit une petite tache qu'on appelle la vésicule sexuelle, sexuelle, c'est-à-dire un enchevêtrement de ces chromosomes X et Y. On passe maintenant à ce qui se passe chez la femme. On va la comparer à la méiose spermatocytaire. Donc, chez le père, une cellule diploïde forme deux cellules haploïdes en fin de première division, puis 4 cellules haploïdes à une seule chromatide.
Chez la cellule mère, le principe reste le même, mais on va garder une grosse cellule et une toute petite cellule, ici elle est représentée bien trop grosse, qu'on appelle le globule polaire. Pourquoi? Pour garder un maximum de cytoplasme à l'ovocyte, qui est une cellule qui a besoin de réserve puisqu'elle va devoir survivre quelques jours en attendant les éventuels spermatozoïdes. Donc les globules polaires, ce sont des cellules non fonctionnelles qui vont se former par comparaison. Donc alors que pour l'ovogénèse, la production de gamètes est continue depuis la puberté jusqu'à la mort, et elle se fait grâce aux mitoses des spermatogonies. Pendant la vie fœtale, il n'y a pas de méiose, et la finalité, c'est des spermatocytes 1 qui sont 4 cellules haploïdes de même taille et des cellules toutes les 4 fonctionnelles. Et bien de l'autre côté, on a une production de gamètes qui est discontinue. Elle s'interrompt du 7e mois de la vie utérine jusqu'à la puberté. Pendant la vie fœtale, il y a un début de méiose. On va voir quel début. Et la finalité, c'est la formation d'un ovocyte 1, enfin d'un seul ovocyte 1 sur les 4 cellules haploïdes. Elles sont de taille inégale, donc il y a un seul ovule fonctionnel plus 3 globules polaires. Donc des différences déjà marquées à ce niveau-là. D'autre part, c'est un processus qui est discontinu. Donc il commence pendant la vie fœtale, entre la 5e semaine de la grossesse et le 7e mois de la vie intra-utérine. Il y a donc multiplication de cellules initiales qu'on appelle des ovogonies qui vont se transformer en ovocytes 1. Ce sont des ovocytes qui commencent la méiose, mais cette méiose, elle va être très vite bloquée en prophase de première division, au stade diplotène plus précisément. On obtient un stock définitif d'ovocytes 1 qui sont dits quiescents, c'est-à-dire arrêtés dans leur développement. Il y aura donc une reprise de la méiose seulement à partir de la puberté, à chaque cycle, suite au pic de LH qui déclenche l'ovulation. Un ovocyte 1 se transforme alors en ovocyte 2, c'est-à-dire qu'il termine sa première division de méiose, mais cet ovocyte 2 va être à nouveau bloqué en métaphase de deuxième division de méiose. L'expulsion du premier globule polaire a eu lieu, mais pas encore le deuxième. Ce sera seulement au moment de la fécondation que la méiose s'achèvera. Et donc ce processus se termine à la ménopause quand le stock n'est plus suffisant. Alors l'ovogénèse se fait en 3 phases. Tout d'abord une multiplication pendant la vie fœtale à partir des ovogonies. Donc les ovogonies, ce sont ces cellules toutes petites, mais la croissance ne va pas être énorme. C'est toutefois la deuxième étape, croissance postnatale des ovocytes 1. Et enfin, maturation après la puberté. Alors les ovocytes sont au sein de follicules. Je ne détaille pas ici. On y reviendra sans doute à un autre propos. Fin d'un dogme, si vous souhaitez aller voir cet article, ça peut être l'idée d'un sujet de grand oral. On va parler maintenant des anomalies de la méiose. Alors, vous les avez vues en terminale. Hein. La non-disjonction des chromosomes, tout d'abord, c'est-à-dire les anomalies de ségrégation des chromosomes, donc de séparation. Ici, on a la première division de méiose réductionnelle. Non, cette fois-ci, elle n'est pas réductionnelle. Alors, il y a non-disjonction des chromosomes homologues. Du coup, il se forme des gamètes disomiques, donc avec 2 chromosomes alors qu'il devrait y en avoir qu'un pour chacune des paires. Et donc, après fécondation non représentée malheureusement sur ce schéma, on a un zygote trisomique, comme un trisomique 21 par exemple. On parle d'aneuploïdie
pour un nombre anormal de chromosomes. Et de l'autre côté, on n'a rien. On parle de gamètes nullosomiques. Alors attention, hein, tous les autres chromosomes sont en un exemplaire. C'est celui que l'on étudie qui n'est pas présent. Et la seule monosomie viable, c'est le syndrome de Turner, X0, les autres sont létales. Deuxième cas de figure, la non-disjonction des chromatides, c'est-à-dire une anomalie de ségrégation des chromatides. Donc la première division de méiose se déroule tout à fait normalement. C'est la deuxième qui se passe ici de manière anormale et par comparaison normalement sur la droite. Donc non-disjonction des chromatides, formation de gamètes disomiques cette fois encore, et du coup, après fécondation avec une cellule normale comme celle-ci, formation d'un zygote trisomique. Différentes trisomies, mais d'abord ce schéma qui nous rappelle les kinétochores qui tirent sur les fibres du fuseau et qui, quelquefois, cassent. Et donc, c'est pour ça que les deux chromosomes vont être attirés du même côté parce qu'il y a une traction plus forte et donc ici on a rupture des microtubules et donc les deux chromosomes partent du même côté. C'est aussi cela qui permet les chiasmas qui sont tout à fait normaux, les crossing over plutôt. Alors, différentes anomalies qui existent. La plus fréquente, c'est donc la trisomie 21. Elle est à 91% d'origine maternelle et touche la plupart du temps la première division de méiose. Donc, celle qui est représentée ici avec des chromosomes à 2 chromatides. La trisomie 18, elle, est plus souvent due à une anomalie de deuxième division de méiose. La trisomie 16, dans tous les cas, une anomalie de première division. Ces cas de trisomie peuvent donner des enfants viables, mais qui très souvent meurent dans les premières semaines après la naissance. On a également des trisomies sexuelles. On peut avoir 3 chromosomes X et c'est souvent une origine maternelle aussi. 2 chromosomes X et 1 chromosome Y, donc c'est à peu près kiff-kiff chez l'homme ou chez la femme. 2 chromosomes Y, donc bien évidemment c'est chez l'homme que le problème est présent. Et enfin, le syndrome de Turner est à 80% dû à une anomalie chez l'homme. Seule monosomie viable X0, le syndrome de Turner. Voici le karyotype. Un gonosome manquant d'origine maternelle ou paternelle. Dans 50% des cas, c'est une anomalie de méiose homogène. Dans les 50 autres pourcents, c'est une anomalie de mitose. On parle dans ce cas de mosaïque. Alors je vais aller plus vite, vous laisser lire les documents seuls parce que je vois qu'on arrive au bout de la vidéo. À l'inverse, donc le syndrome de Klinefelter, 2 chromosomes X et 1 chromosome Y, 1 sur 600 nouveau-nés, c'est assez important comme nombre. Les recombinaisons génétiques anormales, vues également en terminale, avec des duplications, mais aussi des translocations que l'on peut appeler robertsoniennes ou réciproques. Bilan crossing over inégaux entraîne soit une perte d'informations génétiques, source de troubles parfois létaux, enfin souvent létaux, ou des doublements génétiques, source d'enrichissement du génome, c'est les fameuses familles multigéniques. La conclusion de ce thème, la méiose c'est un événement complexe à rôle essentiel, elle peut être à l'origine d'anomalies génétiques contrôlées par de nombreux gènes toutefois. Des QCM de médecine que je vous propose de résoudre ou de retravailler si on a eu le temps de les travailler ensemble. Je vous remercie pour votre attention.